Salut à tous, c'est le docteur Lafleur. Sur le groupe, on fera plusieurs formations sur l'épilepsie, la physiopathologie, les différents syndromes, et les moyens diagnostiques et les prises en charge générales. Bien avant d'entrer d'emblée dans ces genres de présentations, j'aimerais vous faire, il y aura d'autres médecins qui interviendront, donc on le fera à tour de rôle. Et on va commencer à faire un petit rappel sur le développement embryologique du système nerveux, la subdivision du système nerveux, mais aussi d'étudier le cortex, parce que surtout, et parler d'épilepsie ou bien comprendre l'épilepsie, il faudrait comprendre ce que c'est le cortex cérébral. Donc, le système nerveux dérive dans sa grande partie de l'ectoderme. Donc, on peut dire qu'il y a un seul élément du système nerveux qui dérive du mésoderme, c'est la durmère. Après, quelle que soit la structure que vous avez au niveau du système nerveux, eh bien, cette structure dérive de l'ectoderme. Donc, le système nerveux, c'est le système le plus haut situé de tous les systèmes du corps humain. Pourquoi? Parce qu'il participe intégralement à établir l'équilibre entre le milieu intérieur et le milieu extérieur, d'où l'homéostasie. Toutefois, il se fait aider par un système auxiliaire, donc c'est le système endocrinien. Donc, ce système endocrinien avec comme chef d'orchestre l'hypothalamus. Donc, le système nerveux fait son apparition, disons, dès les premières semaines de vie, parce que autour du 18e jour, on a déjà l'apparition de la crête neurale. OK? Donc, 21e jour, on a la gouttière neurale et au 28e jour, on a le tube neural. Donc, normalement, tous les éléments du système nerveux, disons la grande majorité des éléments du système nerveux dérivent du tube neural. Toutefois, la crête neurale donnera naissance ou bien sera à l'origine du système nerveux périphérique, c'est-à-dire les ganglions sensitifs, les ganglions autonomes et les nerfs périphériques, mais aussi des leptoménèges. Quand on parle de leptoménèges, dans le temps, on disait la pimère et l'arachnoïde, mais actuellement, on a découvert une quatrième couche de ménage. Donc, il n'y a plus trois couches, c'est-à-dire duomère, arachnoïde, pimère, c'est plus ces trois couches-là, parce qu'il y a une quatrième couche qui a été découverte récemment, c'est le slim. Donc, parler de leptoménège, donc il faut qu'on voit l'arachnoïde, le slim et la pimère. Donc, ce sont ces éléments-là qui proviennent de la crête neurale. Tandis que le tube neural, de son côté, donne naissance d'abord aux plaques alaires postérieures, donc, et qui seront à l'origine des neurones sensitifs, mais aussi aux plaques basales antérieures qui seront à l'origine des neurones moteurs, mais aussi les vestiges du système nerveux. Quand on parle de vestiges du système nerveux, donc on voit les trois et grands vestiges donc, qui dérivent du tube neural. Donc vous avez le cerveau antérieur qu'on appelle encore le prosencéphale, le cerveau moyen qu'on appelle le mésencéphale et le cerveau postérieur qu'on appelle le rhombencéphale. Maintenant, ces cerveaux primitifs donc, sont appelés à se subdiviser pour pouvoir donner naissance aux éléments ou bien aux structures définitives du système nerveux. Par exemple, le prosencéphale, c'est-à-dire le cerveau antérieur, se subdivise en télencéphale et en diencéphale. Donc, ce sont des vestiges secondaires. Le mésencéphale ne se subdivise pas, mais il se fera, il est continué par un canal laissant passer du liquide céphalorachidien revenant du troisième ventricule au quatrième ventricule, c'est-à-dire l'aqueduc de Sylvius. Donc, le cerveau postérieur, le rhombencéphale, se subdivise en métencéphale et en myélencéphale. Donc, on les appelle les vestiges secondaires. Donc, ces vestiges secondaires seront subdivisés donc un vestige tertiaire. Donc, et ces vestiges tertiaires seront considérés comme des éléments définitifs du système nerveux. Donc, le télencéphale nous donne le cerveau, proprement dit, c'est-à-dire les hémisphères cérébraux et les ventricules latéraux. Donc, quand on dit ventricules latéraux, le premier,
et le deuxième ventricule. Tandis que le diencéphale nous donne le thalamus, l'hypothalamus, l'épithalamus, mais aussi le troisième ventricule. Tandis que le mésencéphale, on avait dit qu'il n'y a pas de subdivision du mésencéphale. Donc, le cerveau postérieur, le rhombencéphale, nous donnait le métencéphale et le myélencéphale. Donc, le myélencéphale nous donne le bulbe rachidien et la partie inférieure du quatrième ventricule, tandis que le métencéphale nous donne le pont ou bien la protubérance annulaire, le cervelet et la partie supérieure du quatrième ventricule. Donc, ces vestiges tertiaires sont considérés comme les éléments définitifs du système nerveux. C'est ce que vous avez ici, là, les différents éléments qui dérivent du tube neural comme étant des éléments tertiaires qui sont considérés comme des éléments définitifs. Donc, le système nerveux remplit trois fonctions principales. Donc, c'est la perception, la cognition et l'action. Donc, je m'explique. La perception est assurée par le système nerveux et afférent, c'est-à-dire la perception sert à conduire les informations vers le centre, c'est-à-dire la moelle et le cortex cérébral. Donc, ça, c'est la perception. Une fois que le message est perçu, eh bien, ce message sera interprété. Eh bien, l'interprétation du message, c'est la cognition. Mais il faudrait qu'il y ait une réponse à ce message qui est parvenu au cerveau. Eh bien, la réponse, c'est l'action. Par exemple, vous vous appelez Louis, il y a quelqu'un quelque part qui dit Louis. Eh bien, vous entendez le son, vous vous dites c'est moi qu'on appelle. Le fait que vous dites c'est vous qu'on a appelé, eh bien, vous allez répondre. Le fait d'identifier le moi, de répondre, eh bien, c'est d'entendre, c'est la perception, l'identification, c'est la cognition, le fait de réagir, c'est l'action. Ou bien, vous êtes assis quelque part, soit sur la galerie d'une maison, etc. Vous avez quelqu'un qui vous demande de rentrer à l'intérieur et de prendre quelque chose. Le fait de comprendre la demande qui vous a été faite, donc c'est la perception de se dire, OK, je dois rentrer à l'intérieur, de prendre la chose qui m'a été demandée. Donc, c'est la cognition et l'action. Donc, voilà, ce sont les trois principales fonctions du système nerveux et tout va se dérouler à travers ces trois fonctions. Il n'y a pas un élément du corps humain qui, qui n'a pas un contrôle nerveux. Il y a certains organes qui n'ont pas une terminaison nerveuse directement, mais son voisinage est contrôlé par le système nerveux. Donc, tout le corps est contrôlé par le système nerveux. Donc, les messages circulent à l'intérieur de l'organisme, soit par la voie afférente vers le cortex cérébral, par la voie efférente vers le reste de l'organisme. Donc, et la voie efférente apporte le message du cerveau. Donc, ce système nerveux sera subdivisé en deux grandes parties. Donc, vous avez le système nerveux central que vous appelez encore névrax, qui comprend l'encéphale et la moelle épinière. Donc, l'encéphale, de son côté, sera subdivisé en cerveau, en cervelet et en tronc cérébral. Et le tronc cérébral, à son tour, se subdivise en mésencéphale ou pédoncule cérébraux, en pont ou protubérance annulaire, en bulbe rachidien ou médulla oblongata. Tandis que le système nerveux périphérique comprend les nerfs crâniens et les nerfs rachidiens. Mais il y a une petite exception. Tous les nerfs crâniens ne font pas partie du système nerveux périphérique. Donc, le 1 et le 2 font partie du système nerveux central. Pourquoi? Comment on fait la différence entre central et périphérique? Tous les éléments du système nerveux qui se retrouvent enchâssés, enclavés dans une boîte osseuse, donc ces éléments-là font partie du système nerveux central. Tandis que les éléments qui ne se retrouvent pas dans une cavité, donc font partie du système nerveux périphérique. D'où le nerf 1, c'est-à-dire le nerf olfactif, le 2, le nerf optique, eh bien, ces deux nerfs restent à l'intérieur de la boîte crânienne. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ces deux nerfs dérivent du système nerveux central que le système nerveux périphérique. Donc, à part les 10 autres paires de nerfs crâniens, donc, font partie du système nerveux périphérique. Tous les nerfs rachidiens font partie du système nerveux et périphérique. Donc, les nerfs crâniens et les nerfs rachidiens, mais toutefois, il y a deux voies. Il y a la voie afférente. La voie afférente, c'est la voie sensitive, c'est-à-dire cette voie qui amène le message vers la partie centrale.
Vous avez la voie efférente. La voie efférente, c'est la voie motrice. C'est cette voie qui amène le message nerveux, OK, du cerveau, soit pour une action donnée. Donc, ce système nerveux efférent ou bien le système nerveux moteur sera subdivisé en deux parties. C'est le système nerveux cérébrospinal ou involontaire qu'on appelle autonome et le système nerveux volontaire ou somatique. Donc, pour les muscles striés, l'action volontaire, etc. Le système nerveux autonome, de son côté, sera subdivisé en deux grands systèmes nerveux qui sont antagoniques, mais complémentaires. Parce qu'il nous faut l'action de ces deux systèmes nerveux pour pouvoir rester vigilant, éveillé et vivre normalement. Parce que, on va prendre un exemple, les battements cardiaques, la contraction du cœur, c'est l'action du système nerveux sympathique. Mais le cœur ne peut pas se contracter pendant trop longtemps. Il faut qu'il y ait l'intervention du système nerveux parasympathique pour pouvoir relâcher le cœur. C'est la même chose pour l'érection. L'érection, c'est l'action du système nerveux parasympathique, tandis que l'éjaculation, c'est l'action du système nerveux sympathique. Donc, dans l'organisme, tout est géré au niveau des muscles lisses, des vaisseaux sanguins, des viscères, des glandes. Donc, le contrôle de tous ces éléments-là est réglé ou bien régulé par le système nerveux autonome. Dans certaines situations, accélérer le processus et dans d'autres, ralentir le processus. Donc, c'est ce que fait les deux, c'est ce que font les deux systèmes nerveux donc pour pouvoir gérer l'organisme dans son ensemble. Il y a un petit bémol, le nerf optique et le chiasma optique. Bon, souvent on a dit le chiasma optique, c'est le croisement des fibres du nerf optique, mais c'est pas le nerf optique a deux parties. Il y a une partie nasale et une partie temporale. Donc, la partie temporale des deux nerfs optiques ne se croise pas. Donc, le chiasma optique, c'est le croisement des fibres nasales des deux nerfs optiques qui fait, dans un œil, on peut regarder à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, l'œil droit voit le côté gauche et voit le côté droit. Eh bien, le côté gauche, qui est vu par l'œil droit, est assuré par la partie nasale de l'œil droit, tandis que le côté droit est vu par la partie temporale. Donc, c'est ça. Mais les deux, c'est-à-dire le nerf optique et le chiasma optique, donc, dérivent du diencéphale. Donc, je ne l'avais pas précisé bien avant. Donc, ça, c'est un résumé très concis et précis donc, sur le développement, bien le devenir embryologique du système nerveux. Donc, je vous remercie. On verra dans quelques minutes donc, la compréhension du cortex cérébral.